Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore série estivale sur le monde des ténèbres. Aujourd'hui je vais parler de Mage Ascension. Donc Mage Ascension c'est le troisième élément de la Trinité. Trinité, terme assez important chez White Wolf, surtout dans le monde des ténèbres, qui va cette fois réinventer le mythe du mage. Vampire, on avait des prédateurs sociaux qui ont une civilisation hyper organisée qui se cache des humains. Dans Loup-Garou l'Apocalypse, on avait les boules de poils qui se transformaient en créatures métamorphes, moitié shérif du monde des esprits, moitié éco-terroriste. Et dans Mage Ascension, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le mythe du magicien, repris à la couleur, repris à la lueur plutôt du tarot, donc avec tout le cheminement qu'on peut imaginer, en commençant par le fou, le magicien évidemment, la force, les tentations, donc le diable et compagnie, pour arriver à l'illumination avec le monde. Et ce magicien-là, tel qu'il est présenté par White Wolf, est une sorte de... disons, qu'ils appellent les willbenders, donc les façonneurs de volonté, qui sont en fait des personnes humaines possédant un avatar qui se réincarne à chaque génération, qui ont la capacité de faire de la vraie magie, et cette vraie magie permet de façonner littéralement la réalité. Sauf que le crux du conflit qui existe, c'est qu'il y a beaucoup de magiciens, tous les magiciens sont battus pour le contrôle de la réalité, puisqu'ils ont tous des pouvoirs incommensurables, et un peu comme la mascarade, il y a un ordre de magiciens qui est devenu ascendant, qui s'appelle la technocratie, qui a estimé à un moment que la magie était néfaste, puisqu'il est sûr que quand Roger le paysan sortait pour aller traire les vaches et se retrouvait face à des démons de 50 mètres invoqués par des magiciens, il avait un peu peur. Et donc les meilleures intentions du monde de cet ordre, qui s'appelle l'ordre de raison, ont décidé en fait de faire place à laisser la magie de côté et mettre en place la raison, la science, pour que justement soit bénéfique à chacun des humains. Et peu à peu, l'idée c'est qu'un consensus est instauré pour la majorité des humains, et c'est le consensus dans lequel on vit aujourd'hui, à savoir que la magie n'existe pas, que le monde est est gouverné par la science, par des lois physiques lois physiques et associées. Et donc ce qui fait que les vrais magiciens, les magiciens qui eux persistent et signent à utiliser la magie, reconnaître ce qu'ils font comme étant de la magie. Donc on va parler des magiciens plutôt hermétiques, ceux qui font des rituels, qui utilisent une sorte de latin de cuisine pour lancer leur sortilège, qui font des choses extrêmement précises. Les sorcières, donc vraiment le côté Wicca, les femmes à poil qui se baladent et qui égorgent des mecs, qui utilisent leur sang pour faire pousser des plantes. J'en passe et des meilleurs, enfin les divins, ceux qui croient puiser dans la force divine, les descendants d'assassins d'Inde, les espèces les extatiques, donc des gens qui vont utiliser les rituels et les drogues pour contrôler la réalité et donc le rythme du temps. Tous ces gens-là, en fait, vont se retrouver très très vite coincés et écrasés sous le poids toujours plus grandissant de l'ordre de raison. Donc on est durant la Renaissance. Et l'ordre de raison va avoir aussi des tumultes en interne où les éléments les plus, disons, sympas de l'ordre vont être assassinés par les côtés les moins cool de l'ordre, notamment des assassins en fait qui étaient présents dans cet ordre. Ça va devenir la technocratie qui va imposer une vision de la réalité, qui va imposer une vision, donc l'ordre de raison va devenir la technocratie et va imposer une réalité qu'on connaît tous les jours où la magie n'a pas lieu d'être. Et donc, le problème, c'est que les magiciens, quand ils vont tenter de refaire de la magie, vont être confrontés à ce qu'ils appellent les dormeurs, qui sont les humains comme vous et moi, qui, eux, n'acceptent pas, dans leur consensus, la présence de la réalité. Et le fait d'être contre la doxa, ça s'appelle le paradoxe. Et quand les magiciens vont faire des effets magiques vulgaires par rapport à la subtilité, donc tirer une boule de feu dans la rue par exemple, ils vont se prendre un contre-coup immédiat du gendarme de la réalité, donc du paradoxe, qui va soit leur taper sur les doigts, et ça peut aller très très loin, jusqu'à les rendre complètement, à les faire disparaître de la réalité. Donc les magiciens qu'on va incarner font partie des traditions, donc les traditions c'est une sorte de village people des magiciens, donc en gros c'est la gentille alliance de tous les magiciens, enfin gentil, le mot est compliqué, enfin peut-être pas approprié, c'est l'équivalent de tous les magiciens classiques qui existent, qui vont se regrouper sous différentes factions, on est chez White Wolf, faut pas oublier, et qui vont œuvrer pour gagner la guerre de l'Ascension qui semble perdue. Donc la guerre de l'Ascension, c'est l'idée donc du titre du livre. L'ascension, c'est quand un magicien, et plus généralement tous les humains, peuvent transcender leurs conditions, s'éveiller et accéder à un autre plan d'existence ou devenir illuminés. Donc c'est pour ça qu'on a l'idée du tarot qui est extrêmement prégnante, on a une carte de tarot qui est sur la carte, qui est sur la couverture du livre, c'est pas pour rien. Donc le jeu est assez étrange parce qu'il va, donc évidemment à l'heure d'aujourd'hui, et je suis sûr que c'est une inspiration, vous avez tous vu Matrix, c'est très très similaire.
En plus, il y a une fac, donc les technocrates ressemblent à des hommes en noir enfin, les fameux Men in Black. On est dans les années 90. Il y a X-Files, il y a une espèce de zeitgeist qui a été accumulé par les trahisons du Watergate, le Reaganisme, qui fait que les Américains ne croient plus au gouvernement et pensent que les gouvernements leur cachent des choses. Donc on a une espèce de culture du secret. En plus, dans un monde tel que décrit par Francis Fukuyama avec la fin de l'histoire, c'est-à-dire que maintenant on a plus concrètement les États-Unis qui vont incarner le gendarme du monde, il n'y a plus d'idéologie opposée. Donc le terreau d'une espèce d'Amérique bureaucratique avec des hommes en noir qui nous cachent des choses et qui n'ont aucune opposition idéologique, évidemment va fortifier cette idée de mal d'ascension qui est très très forte, à savoir que en gros il y a des technocrates qui sont à la base plutôt bien intentionnés, à savoir ils veulent aider le monde à être plus sûr et sain, sauf qu'ils vont pousser dans des extrêmes. Ils vont ironiquement, les technocrates sont des magiciens, mais ils nient faire de la magie, donc ils disent on fait pas de magie, on a des flingues magiques, enfin on a des flingues du futur laser, mais en fait c'est de la magie, et tout est un peu comme ça. Et c'est à l'inverse d'une partie des factions, des traditions, qui possèdent deux factions, donc il y a 9 traditions, et 2 de ces traditions-là sont en fait des techno-magiciens, donc c'est des gens qui faisaient partie de la technocratie et qui ont dit mais en fait nous on sait qu'on fait de la magie quelque part, on sait qu'on essaie d'altérer la réalité, le consensus, donc il y a les savants fous, là c'est les fils de l'éther je crois, et les adeptes des virtuels qui sont vraiment dans le délire Matrix, qui se plongent dans l'internet, qui était un peu ce truc mystérieux, et qui ont créé une toile internet virtuelle assez étrange. Donc encore une fois, c'est un peu donc Mage c'est un jeu qui est incroyable parce qu'il a un système de magie qui est très très intelligent. On parle de White Wolf, donc White Wolf à la base il a fait Ars Magica qui était un jeu aussi extrêmement intelligent à mon humble avis, qui avait un système de magie qui était génial, qui associait des verbes à des éléments. Donc je sais pas, créo... Enfin, je sais pas, c'est créo ignis, enfin, on utilisait un verbe latin et un verbe latin et un mot latin, donc pour faire une association de verbes éléments, créer du feu, détruire feu, transformer feu, j'en sais rien, et c'était vraiment hyper intelligent. Et là, Mage Ascension a un système qui est absolument génial, alors qui est assez abstrait, mais qui est vraiment vraiment bien, où on a des sphères. Donc on a 9 sphères qui représentent chacune des concepts propres à la conception de la réalité. Donc on va avoir l'esprit, donc contrôler l'esprit, les forces kinétiques, forces gravitationnelles, éventuellement c'est des boules de feu. On va avoir le temps, donc la logique, contrôle du temps et compagnie, la correspondance, donc le fait, les relations qui peuvent unir 2 points dans l'espace. On va avoir l'entropie, donc la dégénérescence et la décrépitude, la vie, donc c'est tout l'aspect biologique. On va avoir le prime, donc le prime c'est un peu le truc plus conceptuel, c'est-à-dire que comme dans beaucoup d'idées de magie, il y a 5 essences, donc il y a 4 essences, feu, air, terre, et il y a la quintessence qui est l'élément supplémentaire, le souffle de vie, le souffle de magie, et la quintessence en fait c'est grosso modo un boost que vous pouvez utiliser qui incarne votre magicien, et plus votre magicien a de quintessence, plus grosso modo il est balèze. Et l'idée c'est que le prime, c'est la manipulation, donc chacune des créatures et des concepts qui existent dans le monde sont en fait on peut imaginer que la réalité est une trame sur laquelle on va broder des tissus, des motifs, donc les motifs ça peut être des humains, des choses, et le prime en fait c'est une énergie qu'on va insuffler sur ces motifs pour leur donner la vie ou pour aller plus loin, les modifier, donc ça devient très intéressant puisque quasiment, et c'est là où déjà le vampire et le loup-garou bossaient beaucoup ensemble, mais en plus avec Mage, on va rajouter des éléments qui sont assez rigolos parce que il y a l'idée de faire coïncider plusieurs concepts ensemble. Comment ça va marcher? Parce que, évidemment, beaucoup d'objets vont avoir du prime en eux. Par exemple, les cavernes les cavernes des loups-garous, que les magiciens appellent des nodes, c'est des puits d'énergie, concrètement, des puits de quintessence. Le sang des vampires, il est magique, parce qu'il est maudit, pour aller très très vite. Et c'est une malédiction qui va de génération en génération. Donc les magiciens sont très intéressants en général pour égorger des vampires, parce que ça leur permet, s'ils y arrivent, parce que le sang des vampires possède du prime, donc possède de la quintessence, et donc en gros c'est une sorte c'est de l'essence, quoi, c'est du combustible pour les sorts de magiciens, parce que quand ils utilisent de la quintessence dans leur sort, ils peuvent temporairement bypasser aussi le paradoxe, donc c'est aussi un moyen de survie supplémentaire. Et ça c'est vraiment donc le concept des sphères est assez simple, vous avez 1 à 5 niveaux, ce qui est à mon avis une bêtise, il aurait dû faire 1 à 10,
mais parce que chaque niveau est très très différent. C'est-à-dire que le 1 c'est l'identification, donc c'est vraiment, vous faites pas de magie en fait, vous pouvez juste, si vous faites, si vous avez sphère à 1 sur, avec temps par exemple, vous savez toujours l'heure qu'il est. Bon voilà, super. Ou alors le temps qui s'est passé depuis, donc c'est l'identification. Et après, niveau 2 on commence à modifier, niveau 3 on commence à enchanter, niveau 4 on commence à créer, et niveau 5 c'est les oracles, donc c'est vraiment les super magiciens de l'enfer, qui sont tellement balèzes en général, qu'ils ne peuvent plus vivre sur Terre. Parce qu'en fait le consensus, le paradoxe, et là il dit Coco, c'est ton existence même est une aberration, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, encore une fois, dans les royaumes d'horizon, qui sont dans l'Umbra, qui sont d'autres dimensions, quoi. Et c'est là où, encore une fois, je dis, avec Mage, on assiste vraiment au moment très bizarre dans la gamme, où, qui était présent déjà avec des crossovers, comme je disais, entre loup-garou et vampire, où là, vraiment, il y a une idée du métaplot, une idée des mélanges des gammes, qui devient très casse-gueule, parce que d'un côté, les concepteurs vous disent en général, non, mais chaque jeu est différent, mais ils vont aller utiliser des PNJ ou des concepts ou des fils d'intrigue qui viennent des autres jeux, et j'en reviendrai sur le cas Samelheith, qui est sûrement le pire truc qu'a jamais pondu White Wolf, ça va être très rigolo, vous allez comprendre. Donc il y a tout de suite, donc je vous parle donc il y a des règles pour jouer les loups-garous, pour jouer les vampires, comment ils sont interprétés, les relations qu'ils peuvent avoir, donc même si c'est très succinct, mais il y a toujours un peu cette idée-là, et comme je parlais durant Vampire, d'un supplément pour la seconde édition qui s'appelle Washington DC by Night, et dedans on vous dit le président des États-Unis, dans un supplément vampire, est protégé par le New World Order, qui est l'une des branches de la technocratie. Donc on arrive un peu à un délire qui va culminer évidemment durant le début de la troisième édition avec la Revised, puisqu'on va avoir on va avoir des bombes atomiques qui vont être créées par des magiciens, balancées dans le monde des esprits, enfin tout le monde va Enfin, ça va être n'importe quoi, en gros, et toutes les gammes vont un peu bosser ensemble, ce qui est, à mon avis, une grande tragédie dans le côté White Wolf, c'est on veut pas faire de crossover, mais nous, enfin, faites pas de crossover, mais nous, on va en faire plein, et ça sera canon. Et on est là, genre, bah, ouais, ok, mais c'est un peu bizarre. Donc, pour revenir à Mage, le principe des sphères est extrêmement, comme vous avez compris, les sphères sont extrêmement puissantes, il y en a 9, et le contre-coup est juste toute la subtilité du système, donc c'est juste des jets, hein. Vous concevez votre sort, vous en discutez avec le MJ vous dit oui ou merde, et ensuite vous lancez, il vous dit si ça sera vulgaire ou ça sera subtil. Parce que l'idée c'est que si vous faites de la magie subtile, donc qui se voit pas, ou qui peut passer pour un effet spécial, ou un truc qui peut être expliqué, relativisé par les dormeurs, alors ok, le paradoxe va pas vous tomber dessus. Par contre, si c'est vulgaire, bah, vous lancez une boule de feu dans la rue, c'est inexplicable, et donc vous allez cramer parce que le paradoxe n'est pas content. Donc c'est vraiment le très gros intérêt du jeu, et c'est aussi la complication, et ça c'est vraiment bien si jamais vous avez la 20e édition qui est un must-have, que j'ai revendu comme un grenier avant de savoir qu'en fait elle était... parce que je me dis je l'utiliserai jamais avant de voir qu'elle était maintenant vendue à des milliers des cents et introuvable, enfin au moins en VF, c'est qu'il y a aussi un cas sur qu'est-ce que la distance du témoin. Et je pense que mécaniquement c'est l'un des trucs les plus importants, donc comme je vous ai expliqué, vous pouvez faire de la magie vulgaire ou de la magie subtile. Mais logiquement, si vous êtes joueur, vous allez dire ok, mais s'il n'y a pas de témoin, est-ce que, en gros, si je crée un... Je dis n'importe quoi, si je me crée 10 000 $ dans ma poche, personne ne voit ce qu'il y a dans ma poche. Donc personne ne peut savoir que c'est un effet vulgaire. Et ça, c'est vraiment... C'était une conception de dire, soit vous partez du principe que, ok, c'est pas vu, c'est pas vulgaire, avec des exceptions, ou alors vous partez du principe qu'il y a toujours un témoin, en fait, qu'il y a toujours un témoin, parce que la réalité elle-même, enfin le consensus lui-même est un témoin, et donc c'est à vous de dire que bah oui, effectivement, créer 10 000 $ dans sa poche, ça reste vulgaire et donc tu crames. Et ça c'est pas mal parce que encore une fois, la 20e édition a cette grande force d'être une boîte à outils permanente qui vous permet donc de juguler l'expérience avec l'époque où vous voulez jouer, l'état de la guerre d'ascension, est-ce que c'est la technocratie qui gagne, est-ce que c'est foutu pour les traditions, est-ce qu'en fait c'est les Néfandis, donc je vais y revenir, qui gagnent, et ainsi de suite. Et il y a tout un encart sur justement comment est-ce que vous estimez les témoins. Est-ce que la magie subtile est toujours subtile, ou alors, enfin, il faut toujours que la magie soit subtile, quels que soient les témoins, ou alors, s'il n'y a pas de témoins, ça se passe plutôt bien, et ça, c'est vraiment, pour ça, la 20e est indispensable, enfin, pour moi, elle est indispensable, si vous voulez jouer à Mage, parce qu'elle contient tout, parce qu'il n'y a pas le bagage un peu dégueulasse des éditions, puisqu'il y a un autre truc aussi avec les éditions, c'est que la première édition de Mage est très bordélique, moi je l'aime beaucoup, hein, j'ai beaucoup d'attaches, j'aime beaucoup le côté foisonnant, complètement débile, où il y a des archimages encore qui se baladent sur Terre. La deuxième est plus carrée, c'est la plus intéressante au niveau des suppléments, un peu comme dans tous les ouvrages
enfin presque, de toutes les gammes de la Trinité. Et la 3e édition, j'aime pas du tout de mage, qui vit un peu dans un monde post-Matrix, où en gros on vous dit, bon bah de toute façon, les traditions sont éparpillées, tous les grands maîtres ils ont disparu à horizon, le conseil des mages, donc les super mages ont disparu, il n'y a plus qu'une sorte de radio rebelle qui s'appelle le Rogue Council qui existe, et en gros la technocratie est à gagner, et à moins que vous créez l'ascension de masse pour tout le monde, vous allez perdre quoi. Et j'ai pas du tout aimé cette... Enfin, moi, je trouve ça assez naze, en fait, comme concept. Puis, en plus, ça coupait d'un aspect qui était horizon, donc qui était des royaumes où il y a des magiciens hors de la Terre, qui était assez chouette. Enfin, il y avait plein de super concepts très cool. Et ça essayait de normaliser un peu tout le jeu. J'étais vraiment pas friand. C'est un peu ce qu'ils ont fait avec la V5, en fait, de Vampire. Mais pour Vampire, ça peut se comprendre, parce qu'il y avait beaucoup de gros billes, de métaplace, alors que dans Mage... Les oracles, donc les archimages en fait sont plutôt subtils. Donc je trouve ça très dommage. Et ça reste donc justement le Mage est intéressant parce que c'est pas un jeu justement qui a une schizophrénie latente comme peut l'avoir Vampire. C'est-à-dire qu'effectivement on vous dit qu'il y a une guerre d'ascension. Effectivement il y a des conflits qui sont assez importants. Il y a des personnages signatures, il y a Dante, il y a plein de personnages en fait qui sont un peu récurrents. Mais il y a vraiment au cœur du jeu la quête initiatique, comme un jeu de tarot des magiciens, et comment est-ce que eux vont survivre au chemin du magicien, ce qui s'appelle la route amère, parce que c'est une route qui peut s'arrêter à tout moment. Donc vous pouvez simplement vous faire buter, je sais rien, vous faire buter par un vampire, vous pouvez arrêter de faire de la magie, vous pouvez vous retrouver en fait à ne plus pouvoir évoluer en termes magiques, vous faites choper à la technocratie qui vous lève le cerveau ou qui vous bute. Vous pouvez aussi vous faire tenter, parce qu'il y a différentes tentations qui s'incarnent par la folie, c'est-à-dire que quand un magicien fait trop de magie, il peut créer de la résonance autour de lui et déformer la réalité, et le pire du pire du pire, c'est les magiciens fous qu'on appelle les maraudeurs, qui sont immunisés, enfin qui sont pas immunisés, mais sur lesquels le paradoxe glisse. Donc en fait, si vous êtes à côté d'un magicien fou et qui fait de la magie, c'est vous qui allez prendre dans la gueule, et ils vivent dans des bulles de réalité qui sont pas les nôtres, et très souvent les agents du paradoxe font wow, ils les prennent et au bout d'un moment ils les jettent hors de la Terre parce que c'est pas possible. Et à côté il y a une autre faction que moi j'aime beaucoup, enfin qui m'a énormément marqué quand j'ai lu le bouquin quand j'étais jeune, et j'en ai fait mon pseudonyme en ligne pendant pas mal d'années, c'est les Néfandis. Donc les Néfandis, c'est c'est des magiciens qui ont tous d'une manière ou d'une autre réalisé quelque chose. C'est qu'en fait la magie, enfin le monde tel qu'il est, l'ascension, conduit à la tragédie, enfin que la seule manière en fait, leur seul objectif commun, ils ont tous des variations philosophiques, mais leur seul objectif commun, c'est pas l'ascension, c'est la descente. Et leur objectif, en fait, à long terme, c'est juste d'éteindre la lumière de la création, faire que le monde soit réduit à une sorte de néant primordial et qu'il n'y ait plus rien, il n'y ait plus de vie, etc. Si vous avez joué, il y a une série de jeux vidéo japonais qui s'appelle Shin Megami Tensei, donc qui sont des RPG un peu basés sur Pokémon, mais qui sont plus vieux que Pokémon et qui marchent de cette façon-là, mais avec des démons, des anges, etc. Et l'idée, c'est que, comme chez Morcock, il y a 3 factions, donc il y a la loi, le chaos et la neutralité. La loi, c'est Dieu, en gros, c'est Yahvé, c'est les anges, où vous n'avez plus de libre arbitre, vous dites ce qu'on fait et vous serez tous heureux. La neutralité, c'est l'humanité, donc en gros, et c'est le bouddhisme et compagnie, c'est une sorte de chemin glissant qui n'est ni loyal ni chaotique. Et le chaos, c'est les démons, c'est Lucifer, qui dit, de toute façon, pour être libre, il faut que ce soit complètement anarchique, sauf que, évidemment, avec le chaos, c'est l'ordre du plus fort, et donc si t'es pas fort, je te fous une baffe, t'es mort, et tant pis pour ta gueule, tu seras réduit en esclavage. Et il y a une autre faction qui apparaît dans le Shin Megami Tensei 4, je crois, qui s'appelle les Blancs, donc The White, qui prônent en fait ce que prônent les Défendis. Ils disent, de toute façon, le monde, parce que Shin Megami Tensei, c'est que des réincarnations, enfin, le nom du jeu, c'est la vraie réincarnation de la déesse. Donc en fait, c'est des réincarnations sans cesse, c'est des cycles de chaque jeu. Et ce qu'ils disent, c'est que pour arrêter les cycles qui n'apportent que souffrance et qui n'apportent pas de résolution au conflit, parce qu'en fait, il y a toujours une des forces qui est ascendante, on va réduire le monde à rien, en fait. Et leur but, c'est de détruire l'existence pure. Et les Néfandis ont ça, sauf que évidemment, donc, pour procéder à descendre, ce qu'ils font, c'est qu'ils corrompent sciemment leur avatar, en passant dans ce qui s'appelle j'ai plus le nom, ça y est, j'ai un trou de mémoire. En gros, ils les font passer dans des nihils, donc une espèce de poche de non-existence. Ce qui est marrant parce que nihil, c'est un terme qui vient de Wraith the Oblivion, donc de Wraith le néant. Et en gros, leur avatar est déchiré, il est retourné littéralement, et donc ils peuvent plus faire d'ascension, mais ils peuvent que descendre. En plus, l'avatar qui se réincarne, ça veut dire que la prochaine réincarnation de Néfandi sera corrompue aussi, donc s'il n'est pas éveillé, ça devient un serial killer, et s'il est éveillé, c'est encore pire.
Et ces Néfandis ont différentes justifications philosophiques pour amener à ça. Donc il y en a qui vont en gros servir des entités cthulhuides qui sont dans l'outre-espace. Il y en a qui vont servir les Neverborn et les Malfean qui sont des créatures, des très très vieux spectres, donc c'est des fantômes méchants qui existent dans Wraith et Orpheus. Et il y en a d'autres qui vont carrément pactiser avec le ver. Donc le ver, c'est le ver de... Quand je vous disais, hein, c'est le ver de loup-garou de l'Apocalypse, donc qui sont pour la corruption et compagnie. Et donc cette idée, et c'est assez aussi marrant, c'est là aussi on retrouve en fait la trinité de loup-garou qui est présente et qui a un poids extrêmement fort sous une autre forme dans Mage, à savoir qu'en fait il y a le dynamisme, il y a le dynamisme, il y a, je sais plus, la quiétude, et en gros, on retrouve les trois forces, mais il y a la quiétude, enfin, il y a la stase, le dynamisme, et le troisième, je m'en rappelle plus, je crois que c'est l'entropie, mais en gros, l'idée, c'est que ces trois forces-là se reproduisent un petit peu, parce que vous avez vu avec la trinité précédente, sauf que ça, là, c'est des forces en jeu qui peuvent impacter au jour le jour le mage et son avatar, parce que les avatars, en plus, ont des natures. Ils ont une nature questive, une nature dynamique, donc ils vont vous pousser à l'action, ils vont vous pousser à réfléchir, etc., etc. Donc ça va assez loin. Et moi, ce que je trouvais absolument démentiel avec les Néfandis, c'est que la majorité d'entre eux sont invisibles. C'est-à-dire qu'ils se font passer pour une autre tradition, puisque généralement, en plus, c'est des traîtres, donc c'est des gens ce qu'on appelle les barabis, donc qui ont trahi leur ancienne tradition ou la technocratie, qui vont s'approcher de vous, qui vont devenir votre meilleur pote, et à un moment, en fait, quand vous êtes suffisamment dans la merde, ils vont commencer à vous rendre des services faustiens, jusqu'à vous coincer, et que vous soyez en position où, bah, grosso modo, vous êtes déjà quasiment en train de devenir un Néfandis vous-même, un Néfandus vous-même. J'avais vraiment trouvé l'idée extrêmement forte et intelligente, et évidemment, ce qui se reflète dans le voyage initiatique du tarot. Donc c'est vraiment, Mage, c'est un jeu qui a, je pense, de tout le monde des ténèbres. C'est pas mon préféré, c'est pas le plus posé au niveau éditorial comme Loup-Garou, qui est pour moi Loup-Garou, c'est pas le plus riche, le plus célèbre comme Vampire, mais clairement au niveau du concept lui-même, c'est peut-être le plus fort. C'est vraiment le plus fort, il apporte quelque chose d'unique, de prendre le tarot et de transformer ça en un véritable jeu, qui va utiliser la magie en plus, qui forcément va de pair avec le tarot dans l'imaginaire collectif, qui rend l'expérience absolument démentielle, sachant qu'en plus, bon, les traditions ont vraiment un délire un peu à la base qu'on peut penser stéréotypé, mais qui sont beaucoup plus libres que ce qu'on peut imaginer, parce qu'en gros, ils ont juste un petit bonus sur une sphère, et puis après, c'est vous qui l'incarnez, qui le faites comme vous voulez, vous pouvez jouer complètement stéréotypé, il y a un ordre akashique, donc c'est des espèces de mecs qui font du kung-fu, et en faisant du kung-fu, et ils ont des contrôles mentaux. Il y a des gens, le cœur céleste, qui sont en fait des adorateurs de Dieu sous différentes formes et qui manipulent le prime. C'est vous qui voyez, vous pouvez le jouer comme ça, mais il y a quand même beaucoup de subtilité. Et je dois reconnaître, comme pour Vampire, dans la Revise, donc la 3e édition de Mage, il y a 2 bouquins qui sont magnifiques, excellents, qui s'appellent Le Guide des Traditions et le guide de la technocratie, qui vous explique comment fonctionne la technocratie au jour le jour. Dans le guide des traditions, c'est comment vous jouez un mage dans la vie moderne. Et c'est vraiment des super bouquins, absolument excellents, et c'est prendre les meilleurs suppléments qui existent pour toute la gamme, en tout cas la gamme classique. Après, bon, au niveau des scénars, c'est là où ça devient un peu plus tricky, parce que quand vous avez des personnages qui peuvent changer la réalité, bah, c'est très très dur de faire des scénarios. Et ça, moi, j'ai pas la solution, j'ai pas de solution clé en main. Je pense qu'encore une fois, il faut vraiment revenir au niveau de Vampire avec le roi personnel, où on dit, bon bah voilà, vous avez un groupe de joueurs magiciens, et ils sont tous unis par le destin, ou je sais pas quoi, et c'est comment ils vont grandir, les épreuves qu'ils vont subir, et l'évolution qu'ils en retirent. Je pense que le concept le plus simple, j'aime bien, c'est Final Fantasy. Quelqu'un décrit souvent, parce que je suis en train de faire j'écris une campagne dessus. Et en fait, Final Fantasy, concrètement, c'est quoi? C'est un amalgame de personnages, tous hauts en couleur, que au début tout oppose, qui vont se retrouver ensemble et qui, face à une menace extrêmement forte et colossale qui va monter, vont devoir persévérer, dépasser leur faille psychologique, retrouver en fait, grâce à leurs compagnons, quelque chose, donc pour boucher cette faille et pour être en position d'affronter le grand méchant. Et c'est tout bête, mais c'est comme ça en fait que devrait, à mon avis, avoir Mage, c'est que vous devriez avoir une sorte de parcours comme ça, propre au tarot, avec des tentations, avec des maturations, enfin votre personne devient de plus en plus mature au fur et à mesure, mais c'est dans l'entraide que les magiciens vont commencer à s'améliorer et pouvoir progresser sur cette voie, sachant qu'évidemment
bah, comme toujours, il y a cette espèce d'hypocrisie du monde des ténèbres, qui est que les magiciens sont les seuls qui devraient guider l'humanité, et qui en fait passent leur temps à faire des bisbilles pour des conflits idéologiques, et ont un peu toujours les yeux sur leur propre nombril, et oublient en fait le greater good, donc le bien commun, toujours, même la technocratie, en fait, quelque part l'a oublié, dans une espèce de quête du perfectionnement et de la stase, parce que, quelque part, la technocratie représente la tisseuse, puisqu'ils amènent sur la stase, sur le fait qu'il n'y ait plus d'évolution, qu'il n'y ait plus rien, qu'il n'y ait plus de changement, quoi. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le truc le plus difficile à faire avec Mage, c'est concevoir des histoires, parce que c'est même pas comme Vampire, où Vampire, on vous donne quand même des villes, avec des trames, et vous pouvez dire, ok, maintenant, je vais faire ma propre ville, je sais comment ça marche, je sais qu'il me faut... parce que c'est du politique, au final. Vampire, c'est que du politique, donc vous créez les forces en présence, vous créez les PNJ importants, et Mage, c'est beaucoup plus compliqué, parce que quand vous avez un mec un OPJ qui peut ouvrir une porte et aller, je sais pas, à Hawaï, bah voilà, à partir de là, ça va être des quêtes qui vont être métaphysiques, on est plus proche de Planescape dans Donjon, où on va changer, on va aller dans des plans différents pour trouver des solutions, que du vampire, on est stress-tasier, que du loup-garou qui est extrêmement linéaire. C'est vraiment très compliqué, et je pense que c'est vraiment l'aspect le plus casse-gueule du jeu. Moi, personnellement, j'ai jamais trouvé la réponse. Les scénars que j'ai lus, donc les vieux scénars de la V1, le scénar qu'ils avaient fait pour la version 20 en français, j'ai jamais été transcendé, et je vous tire mon chapeau si vous avez réussi à faire une campagne ou quelque chose qui est vraiment unique et vous l'avez rédigé, parce que, en plus, je pense que c'est extrêmement personnel, parce qu'on y met beaucoup du soi sur qu'est-ce qu'on considérait comme l'illumination, qu'est-ce qu'on considère comme la maturation en tant que personne, et c'est quelque chose qui doit être nourri énormément par vos lectures, par vos découvertes ludiques, cinéphiles, c'est vraiment... C'est vraiment un jeu qui est pas simple. En one shot, je peux le voir, mais alors en campagne, faut vraiment s'accrocher, quoi. Et je pense qu'en plus, tout le concept du jeu prend son intérêt en campagne. Donc c'est pas malheureusement, comme beaucoup de jeux White Wolf, la fin n'a pas été terrible. C'est-à-dire qu'ils ont fait... Donc je suis pas un grand fan de la Reveil, déjà, que ce soit dit, à part quelques bouquins. Et surtout, le Ascension, donc le livre qui clôture la gamme, donc l'équivalent d'Apocalypse et de GN, est pas terrible, et voire carrément naze. Alors il y en a un qui, comme d'habitude, qui finit le métaplot, donc on va ressortir tous les gros méchants, tous les gros joueurs du système, donc notamment, et l'idée c'est qu'en gros il y a un mec qui s'appelle Vormas. Vormas, c'est un Euthanatoid, donc à la base c'est les anthropistes. C'est un ancien prêtre de Kali qui a peur de mourir. Qui est le truc le plus bête du monde, c'est absolument génial, c'est-à-dire que c'est un mage qui a peur de mourir. Il a 3000 ans, je sais pas, il est méga gros bill, il peut se transformer en avatar de Kali, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il veut... Et tous les scénarios de Mage Ascension, c'est qu'il y a la 10e sphère qui arrive. La 10e sphère, c'est la sphère du jugement, c'est la sphère qui va tout changer, quoi. Et en gros, c'est fin de partie. Et la sphère du jugement, il vous dit, soit l'ascension devient globale, soit c'est la fin du monde, quoi. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller détruire le concept même de mort avec la 10e sphère, et donc c'est au joueur de l'empêcher, et donc c'est complètement con, quoi. En gros, vous allez voir tel TNJ, tel PNJ, tel PNJ, vous avez les secrets, enfin, du métaplot qui vous sont révélés, avec Dante, avec la réincarnation de la Néfandie que Dante essaie de sauver. C'est vraiment pas terrible, et c'est encore une fois le syndrome du bus de touriste. Vous avez regardé des PNJ parler, c'est vraiment pas intéressant. Il y en a un autre, j'ai toujours pas compris ce qui se passait, il y a des aliens qui débarquent sur Terre, je sais plus, enfin, c'était complètement con, Enfin bref, c'était pas terrible. Il y en a un autre où la magie disparaît. Ça, c'est assez classique, c'est assez triste. Et le dernier où j'ai toujours pas compris pourquoi ils ont fait ça, mais allons-y, c'est en fait, vous savez, les Néfandis, où on vous dit que c'est une menace larvée depuis le début, ils ont gagné. Donc en gros, il y a l'oracle des Néfandis qui se réveille, qui commence à défoncer tout le monde. Et vous pouvez rien faire à part fuir, et à la fin, le monde, c'est le monde de The Stand, donc du fléau de Stephen King, où en gros le méchant a gagné, et c'est une sorte de truc post-apocalyptique, où il y a encore quelques mages qui n'ont pas été corrompus, mais tous les mages ont été corrompus, les Néfandis règnent sur le monde, mais ils n'ont pas réussi à détruire le monde. Donc en fait, leur grand plan n'a jamais réussi, parce qu'il y a encore des gens qui se battent, et le seul truc que j'ai beaucoup aimé, c'est la fin. En fait, il y a une petite nouvellette à la fin, où ça se passe près de Las Vegas, forcément, et il y a un gamin qui découvre la magie, et il y a un vieux magicien des traditions qui lui dit, mais tu sais... avant, le monde n'était pas comme ça, tout le monde passait pas son temps à s'entretuer, il y a autre chose que tu peux faire, quoi. Et donc c'est repartir sur un cycle. Mais en soi, ouais, non, Ascension, c'est un peu le problème, c'est qu'il y a toujours un peu cette idée que d'un côté c'est une quête personnelle, mais que les enjeux du métaplot seraient de toute façon l'Ascension doit être globale. Et puisqu'elle doit être globale, il faut qu'à un moment il y ait un déclencheur, un gimmick, donc la 10e sphère, qui va faire que tout le monde va être impacté.
et je trouve que ça marche pas trop en fait, voire pas du tout. Même malgré le fait qu'il y ait des trucs assez chouettes avec le setting, avec les sphères, avec certains PNJ, hein, j'ai lu abondamment pas mal de suppléments pour Mage, mais bon, voilà, c'est un peu dommage. En tout cas, moi je ne peux que vous conseiller la 20e. La 20e édition est exceptionnelle parce que c'est une boîte à outils qui vous permet un peu de faire tout ce que vous voulez. C'est un gros pavé qui coûte 75 balles à l'époque, qui fait 600 pages, mais Dieu sait que c'est le seul bouquin de Mage dont vous aurez jamais besoin. Il y a sinon, dans la catégorie monde parallèle, donc vous savez, ils font toujours un setting alternatif pour tous les jeux. Pour Mage, ils ont fait la Renaissance, qui est un très très beau et qui est vraiment exceptionnel, puisque dans le bouquin de base, vous avez les sphères qui sont résumées en une page, ça c'est vachement bien. C'est un moment où la magie est plus permissive, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de forme de paradoxe qui est l'ego, en fait, où les magiciens deviennent hyper égocentriques et deviennent complètement fous. Il y a la technocratie qui n'est pas encore la technocratie, qui est l'ordre de raison, où il y a encore des forces plutôt positives dedans, et vous pouvez jouer ce que vous voulez. Vous pouvez jouer un mec de tradition, vous pouvez jouer un mec de l'ordre de raison, et on est vraiment dans un délire avec des montgolfières, avec des méchants sorciers. Alors il y a des trucs complètement... On est encore chez White Wolf, hein, donc il y a... dans ce truc-là, il y a quand même un mec il y a un grand méchant... Nefandus qui contrôle, je sais plus, la Roumanie ou un truc avec des dirigeables et des démons, enfin c'est n'importe quoi, mais c'est super, mais c'est n'importe quoi dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans du féerique, dans du fantastique, on est dans le dernier moment avant que le monde se stasifie et qu'on arrive vraiment dans le setting de Mage Ascension. C'est Sorcerer's Crusade en anglais, il est jamais sorti en français et en plus c'est Arthos qui l'a fait, donc Arthos c'est la gamme de White Wolf qui a été créée au début des années 2000, qui était un peu le parent pauvre en fait, où le papier était moins de bonne qualité, où c'était pas les grands artistes, c'était des mecs plutôt secondaires qui faisaient ça. C'est eux aussi qu'on fait plus tard tous les jeux des vins de White Wolf, notamment un que j'adore qui est Ravenloft, où ils avaient récupéré les droits de Ravenloft, donc qui est très très cher à mon cœur, parce que c'est un bouquin que j'ai eu très très tôt en anglais, que j'ai beaucoup bossé. Mais en tout cas, Sorcerer's Crusade, c'est vraiment très très bien, je ne peux que vous conseiller de le lire. Je sais que Onyx Pass, qui a récupéré les droits depuis, enfin temporairement, a fait un Victorian Age, je l'ai pas lu, donc je sais pas tout ce que ça vaut. Et quant à l'avenir de la gamme, j'en sais pas plus que vous, hein. J'espère qu'il y aura... Mage, le problème c'est que Mage c'est pas un jeu bankable en fait, c'est-à-dire que Vampire, Loup-Garou, Wraith même, ont eu des jeux vidéo, on peut en faire quelque chose, on peut le vendre d'une manière différente, on peut en faire des jeux de société, parce que c'est des concepts qui sont simples à comprendre. Mage Ascension, c'est très spécifique au jeu de rôle, et je vois pas, à part vendre un jeu de tarot, ce qu'ils ont fait, je vois pas trop comment on peut faire une stratégie multimédia avec Mage Ascension, parce que c'est quand même très très conceptuel, et c'est peut-être la beauté du jeu en fait, c'est peut-être son caractère difficile à appréhender. C'est un jeu qui est facile à jouer, mais qui est difficile à appréhender pour le maître du jeu, pour les joueurs, selon ce qu'ils veulent faire. Je trouve que c'est vraiment très très... Pour ça, c'est peut-être le jeu le plus casse-gueule qui est fait, Le Monde des Ténèbres, avec peut-être Wraith, pour ses thèmes. Mais en tout cas, voilà, c'est un très très beau jeu, et je ne peux que vous inciter, si vous pouvez, à trouver des parties en ligne qui en font, de tester le jeu si c'est la première fois que vous en entendez parler. Si vous y avez joué dans votre jeunesse, dépoussiérez vos bouquins, essayez d'y jouer, parce que Vampire, Loup-Garou, ils auront toujours un avenir, ça je ne me fais aucun souci pour ça. Mage, il faut prouver l'intérêt qu'on a pour... et Mage, en plus, je trouve que ce qui est très très fort, c'est que dans la V20, donc je vais encore dire, dans la V20, vous avez toutes les factions, et en plus, vous avez il y a une espèce de mise au goût du jour, avec pour 2025 par Phil Brucato, donc qui est le créateur, pseudonyme Satire, donc qui est le créateur de Mage, qui est un mec plutôt de gauche, plutôt costaud et tout aux États-Unis, qui a un peu modifié tout justement pour changer les trucs les plus stéréotypés des traditions, pour les rendre plus inclusives, rendre la technocratie moins monolithique, et je trouve que c'est vraiment un putain de boulot, et c'est excellent, et ils ont réussi à faire ce que Vampire a essayé de faire, et Loup-Garou a essayé de faire, mais avec... beaucoup de succès, et peut-être qu'il n'y a pas besoin en fait de faire de V5, je sais pas, mais en tout cas réimprimer les bouquins déjà ça serait pas mal. Et il y a un dernier bouquin que moi j'ai beaucoup aimé en V5, en V20, qui est sorti que en anglais, qui est le Book of the Fallen. Alors je sais que ça a un peu fait gueuler parce que c'est le bouquin que Phil Brucato voulait jamais sortir, qui est le livre consacré au Néfandi, qui justement, il a fait une intro très poignante justement sur le mal ordinaire, sur des mecs, des voisins qui battaient leurs femmes, des trucs où il disait, vous savez, ça c'est que du jeu, si vous voulez le lire, allez-y, mais c'est pas un truc sur lequel il faut rigoler, quoi. C'est vraiment... c'est une sorte de confession anti-edgy de la part d'un studio qui était hyper edgy pendant des années,
Et le bouquin est très intéressant, ça va faire beaucoup gueuler aussi au niveau système, parce que ils sont partis du principe que les Néfandis suivaient une sorte suivaient l'arbre de vie kabbalistique, donc dans la mystique juive, mais inversé, donc c'est un anti-arbre de vie, ça fait un peu gueuler, parce que bon, forcément, c'est réduire les Néfandis à ça, c'est un peu comme quand on découvre que le sabbat, bah, en gros, ils ont les mêmes clans que la Camarilla, que bah, c'est bien des mecs qui cherchent juste à faire du chaos partout, avec c'est des bikers qui tirent sur les passants, c'est un peu dommage, la mystique disparaît, mais moi je trouvais que c'est un bouquin qui était hyper intéressant, même si évidemment, faut faire attention dans le contenu quand on le lit, c'est pas très cool, quoi, et c'est vraiment un truc très spécifique pour un public plutôt averti. En tout cas, voilà, j'espère que Mage reviendra au goût du jour, parce que Dieu sait que c'est un jeu qui le mérite bien. Allez, salut, à la prochaine.